ترشيحي لرئاسة المجلس الأعلى للمدينة بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. John Kerry à Genève pour tenter d'arracher un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. La Russie dit mener des négociations actives pour faire taire les armes à Alep. Corruption et blocage politique au menu de l'homénie pascale du métropolite de Beyrouth. Depuis la cathédrale Saint-Georges, Monseigneur Elias Aoudi dénonce les prêcheurs de justice qui s'érigent en chefs religieux. La Turquie frappée par 2 attentats meurtriers à Gaziantep et Nusaybin, bilan 1 policier et 3 soldats tués. 2 attentats ont simultanément frappé la Turquie ce dimanche. Le premier a visé un poste de police à Gaziantep dans le sud du pays. Bilan 1 mort. Le second a frappé Nusaybin dans le sud-est où 3 soldats ont péri. Le récit d'Ethan Nagy. La façade du poste de police a été soufflée par la déflagration. L'explosion de la voiture piégée dans ce quartier très fréquenté de Gaziantep a été suivie de tirs selon des témoins. Cet homme qui gît au sol était à proximité du lieu de l'explosion. Les secouristes lui prodiguent les premiers soins en attendant l'arrivée des ambulances. Le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre. Au milieu du chaos qui règne dans la ville, certains policiers inspectent les lieux à la recherche de possibles suspects. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités soupçonnent les rebelles du PKK d'être les auteurs de l'attentat. Car au même moment, à Nusaybin, dans la province de Mardin, ce sont des soldats qui ont été visés par une attaque du PKK. Selon une agence de presse turque, les rebelles ont tiré des roquettes sur une unité de démineurs de l'armée. Bilan, au moins 3 soldats tués. Ces attaques concomitantes interviennent une semaine après les déclarations du chef militaire du PKK, qui annonçait qu'il allait intensifier les combats contre les forces de l'ordre. Dans le sud-est à majorité kurde, les violences entre les forces de sécurité et les rebelles sont devenues quotidiennes. Depuis l'été dernier, plus de 350 soldats ou policiers ont été tués dans des attaques attribuées au Parti des travailleurs du Kurdistan. Jusqu'à quand les bombardements sur Alep? La ville est encore pilonnée ce dimanche pour la 9e journée consécutive. John Kerry est lui à Genève pour tenter d'obtenir une trêve. Le secrétaire d'État américain rencontre Staffan de Mistura, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Après avoir fait savoir hier qu'elle ne demanderait pas à Damas de cesser ses raids aériens, la Russie évoque aujourd'hui des efforts pour faire taire les armes. De son côté, l'opposition est plus que sceptique. Selon elle, le régime syrien n'a pas intérêt à une solution politique en Syrie. À Alep, les bombes sont redevenues quotidiennes. Ici, l'armée syrienne bombarde sans relâche les quartiers aux mains des rebelles. En 9 jours, près de 250 civils ont perdu la vie dans les combats entre forces gouvernementales et insurgés. Des attaques qui ont fait voler en éclats la trêve conclue en février. Washington condamne et fait du retour au calme à Alep une priorité. Nous travaillons sur des initiatives précises pour faire baisser l'intensité des combats et pour réduire les tensions. Et nous espérons faire bientôt des progrès tangibles sur ces initiatives. Objectif, relancer les efforts internationaux pour rétablir le cessez-le-feu co-parrainé avec la Russie, allié du régime syrien, et pousser Moscou à faire pression sur Damas pour arrêter ses frappes sur Alep. Mais l'opposition n'y croit guère. Le régime n'est pas vraiment intéressé par une solution politique. Il ne veut pas vraiment entendre parler des initiatives concernant une cessation des hostilités. On pense que, à moins que la communauté internationale fasse quelque chose, toute la perspective d'une solution politique sera en danger. Et pour tenter de relancer le processus politique, le secrétaire d'État américain se rend justement à Genève en Suisse pour une réunion d'urgence avec l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie et avec ses homologues saoudiens et jordaniens. À Saint-Pierre au Vatican, le pape François a lui aussi exhorté toutes les parties à respecter le cessez-le-feu en Syrie. Les orthodoxes du Liban célèbrent aujourd'hui Pâques lors de la traditionnelle messe à la cathédrale Saint-Georges. Le métropolite de Beyrouth s'est livré à une violente diatribe contre la corruption. Monseigneur Elias Aoudi a fustigé, je cite, les individus corrompus qui prêchent la justice aux autres et cherchent à satisfaire leurs intérêts au détriment du pays. Le métropolite appelle par ailleurs à l'élection d'un chef d'État, première étape selon lui vers le rétablissement de la stabilité au Liban.
C'est aussi aujourd'hui la fête du travail. Le 1er mai est chaque année une occasion symbolique pour les travailleurs de faire valoir leurs droits. Et à Beyrouth, les employés de maison ont participé à une marche ce matin pour faire entendre leur voix. Elles réclament depuis des années une protection légale. Sur le continent asiatique en Inde, après 2 années d'une faible mousson, une grande partie de la population est confrontée à la sécheresse. Les explications de Cédric Ferreira. Quelques grandes flaques d'eau par endroits, c'est tout ce qu'il reste de cette rivière dans l'état du Karnataka, l'une des régions les plus touchées par la vague de chaleur. Nous sommes en détresse, nous n'avons pas d'eau et nous devons faire au moins 3 ou 4 kilomètres pour récolter un peu d'eau. 330 millions d'Indiens dans l'Est, le centre et le sud du pays sont frappés par cette sécheresse qui dure depuis plusieurs semaines. À de nombreuses reprises, les températures ont dépassé les 45 degrés. Alors de nombreux villageois ont quitté les zones rurales pour des camps de fortune à Bombay. Ils sont plus d'1 millier à y recevoir de l'aide. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de venir ici. Que pouvons-nous faire? Il n'y avait pas d'eau, pas de céréales et pas de travail. Cette vague de chaleur frappe toute l'Asie du Sud-Est. En Inde, elle a fait des centaines de victimes depuis 1 mois. L'eau potable est rationnée dans certaines régions. Seul espoir d'une amélioration, la période de mousson. Les services météo prévoient qu'elle sera meilleure que les années précédentes. Mais il faudra encore attendre plusieurs semaines jusqu'au mois de juin pour voir la période de pluie arriver. Ouverture partielle du hall des départs de l'aéroport de Zaventem après les attentats de Bruxelles. À tout de suite. En Irak, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à l'intérieur de la zone verte, ce quartier ultra sécurisé de Bagdad. La veille, plusieurs partisans de Moqtada al-Sadr ont occupé le Parlement, dont ils dénoncent l'échec à élire un nouveau gouvernement. Le Premier ministre irakien a ordonné au ministère de l'Intérieur de procéder à des arrestations. Et toujours en Irak, au moins 33 personnes ont été tuées et une 50aine blessées dans une double explosion à la voiture piégée dans le centre de Samawa. Et puis au Yémen, pour la 2e fois en 4 jours, le chef de la police d'Aden a échappé à un attentat contre lui. Et l'attaque à la voiture piégée également a cependant coûté la vie à 4 de ses gardes. 1 mois et 1 semaine après les attentats de Bruxelles, le hall des départs de l'aéroport de Zaventem réouvre partiellement aujourd'hui. Cécile Galuccio nous en dit plus. Cela fait 39 jours qu'aucune valise n'a roulé dans ce hall. Celui des départs de l'aéroport de Zaventem. Dimanche, il reprend du service avec une sécurité maintenue à son maximum. Avant de s'enregistrer, les passagers vont devoir passer un pré-contrôle à l'extérieur de l'aéroport, puis les passagers et les bagages vont être fouillés avant d'accéder au hall des départs. Le 22 mars dernier, c'est dans ce hall que 2 kamikazes se font exploser, tuant 11 personnes et détruisant une partie des structures. L'aéroport reste totalement fermé pendant 2 semaines, puis des tentes sont aménagées à l'extérieur, mais l'aéroport tourne au ralenti, seul 1/5 de sa capacité habituelle, jusqu'à ce dimanche. Bien sûr, c'est un moment spécial, non seulement pour les passagers, mais pour le personnel aussi. C'est la première fois depuis l'attaque qu'on va pouvoir se rendre à l'intérieur et revenir à une situation quasi normale. Pas tout à fait normal. Dimanche, seulement 3 vols seront affichés sur ce tableau. L'aéroport devrait revenir à 100% de sa capacité au mois de juin, à temps pour les vacances d'été. Barack Obama a participé hier à son dernier dîner de l'association des correspondants de la Maison-Blanche. Cet ultime discours s'est transformé en un véritable show humoristique. Parmi les traits d'humour auxquels s'est livré le chef d'État, un bon nombre étaient destinés aux candidats à la présidentielle américaine. Noémie Roche. C'est la dernière fois qu'il se prête à l'exercice. Barack Obama est venu montrer qu'il n'avait rien perdu de son humour. C'est un honneur d'être ici pour mon tout dernier, ou peut-être tout simplement le dernier dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Vous avez tous l'air en forme. La fin de la République ne m'a jamais paru aussi belle.
Une allusion à une éventuelle victoire en novembre du candidat Donald Trump, favori pour remporter l'investiture républicaine et connu pour ses positions dures. La présidentielle, de quoi alimenter largement les blagues de Barack Obama. Tous les candidats y passent. Dans le camp du président, les démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders sont moqués pour leur manque de dynamisme. L'humour caustique du président n'épargne personne, surtout pas lui. Barack Obama ironise à plusieurs reprises sur son âge. Pendant la campagne de 2008, Hillary Clinton s'était demandé s'il m'arriverait d'être réveillé en urgence par un coup de fil à 3 h du matin. Eh bien maintenant, je suis réveillé de toute façon parce que c'est l'heure d'aller aux toilettes. Pour conclure ce dernier show, le président va même jusqu'à imiter le célèbre lâcher de micro des rappeurs. Ou comment prouver qu'après 8 ans au pouvoir, Barack Obama est passé maître en matière d'autodérision. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. John Kerry à Genève pour tenter d'arracher un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. La Russie, dit-elle, menait des négociations actives pour faire taire les armes à Alep. Corruption et blocage politique au menu de l'homélie pascale du métropolite de Beyrouth. Depuis la cathédrale Saint-Georges, Monseigneur Elias Aoudi dénonce les prêcheurs de justice qui s'érigent en chefs religieux. La Turquie frappée par 2 attentats meurtriers à Gaziantep et New Sabine, bilan 1 policier et 3 soldats tués. Merci de votre attention, très bonne fin de week-end بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي